Alors, voilà, ça c'était la partie dure de la conférence. L'idée c'est de se dire, ok, on va vers cette société-là qui risque de nous déshumaniser, qui par bien des égards ressemble à un très mauvais film de science-fiction et que Orwell probablement avait imaginé. Mais heureusement, il y a d'autres... voilà, il y a vraiment autre chose qui se dessine, il y a vraiment un autre, je dirais, homme nouveau qui se dessine, qui serait plus... en fait, cet homme nouveau-là, cette femme nouvelle-là, c'est plus l'idée de, justement, d'explorer ce qui fait la pleine puissance de notre humanité. C'est justement qu'est-ce qui nous différencie de la machine et qu'on n'a pas encore développé. C'est ça, en fait, notre clé. Hein. C'est quelles sont les œuvres d'art que je peux faire qu'aucune intelligence artificielle ne pourra développer. Qu'est-ce que j'ai en plus de la machine? Et l'un des grands axes pour développer cette humanité et cette société, parce que de toute façon, il va falloir changer de société, on n'a pas le choix, ça passe par le commun. Je pense vraiment que la construction d'une société salvatrice et d'une société qui soit possible en fonction des ressources naturelles qui nous restent et à venir, c'est vraiment de relier cette notion de care et de commun, c'est-à-dire de prendre soin de nos communs. Parce qu'en fait, moi, qu'est-ce que je vois? Moi, je m'en fous des iPhones et tout ça, même si ils ont leur place dans notre vie quotidienne. Ce que je vois, c'est qu'on est dans une société qui est cassée. On veut faire de nous toujours des êtres toujours plus productifs, qui consomment encore plus et tout ça, parce que là, le monde d'après et tout ça, il ne faut pas se leurrer. C'est reparti comme en 40, hein, on va continuer de produire, on nous demande déjà presque de rembourser tout l'argent qui a été donné donné entre guillemets pendant la crise du Covid-19. Enfin voilà, l'économie néolibérale va continuer de sévir, alors qu'en fait, notre société aujourd'hui, elle a besoin d'être réparée, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin d'être préservée aussi. Tel qu'on va là, comme vous le savez, on est en train de dilapider toutes nos richesses. Si on continue comme ça, par exemple au niveau de la pêche, je ne parle pas de la pêche électrique et tout ça, en 2040, il n'y a plus de poissons, hein, c'est mort. Hein. Donc, gérer nous-mêmes nos ressources naturelles, c'est vraiment une question de vie ou de mort, notamment pour l'eau aussi. On prévoit qu'en 2040, si on continue comme ça, il y aura 40% d'eau en moins accessible, avec tout ce que ça entraîne. Et la population en plus aura entre-temps grandi, donc ça va entraîner ces hypothèses de guerre de l'eau dont on parle beaucoup, c'est pas du pipeau, ça risque vraiment d'être la guerre pour l'eau, sauf si on prend les devants et qu'on s'occupe de se réapproprier tout ça. Le bien commun aussi, c'est l'argent, c'est le trésor public, c'est nos impôts, où est-ce qu'ils sont mis, où va notre argent, etc. Avec vraiment deux points très importants, la monnaie, la création de la monnaie, évidemment. Le jour où les États pourront récupérer, j'imagine que vous êtes à peu près au courant de toutes ces problématiques de la création de la monnaie. Vous savez qu'on ne peut plus, la BCE, enfin on ne peut plus, pendant les 30 Glorieuses, en fait, l'État empruntait de l'argent à taux zéro, je parle de la France, auprès de sa banque, ce qui lui permettait de financer les grands travaux, de faire fonctionner l'économie et tout ça. Et puis à partir des années 70, tout ça n'a plus été possible. L'État est obligé de passer par les marchés, par les banques, pour financer ses politiques budgétaires. Et inutile de vous dire que les banques ont largement contribué évidemment aux politiques d'austérité, hein, et aux coupes budgétaires, etc., à l'hôpital et tout ça. Bon. Et je croyais que depuis 2008, justement, le financement se faisait à taux zéro par l'État. C'est encore pire en fait depuis 2008. Il me semblait que ça avait été sécurisé. Oh, il y a eu quelques petites améliorations, mais on est dans une situation pire. Et tout l'argent, si tu veux, qui a été réinjecté à ce moment-là, il est resté à 90% dans les bulles. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce qu'on appelle ruisselé dans l'économie réelle. Il disait demain, on pourrait dégager pour la France, demain, 400 milliards 400 milliards, comme ça. Comment? De façon très simple, en supprimant la dette publique européenne qui est détenue par la BCE. Donc la plupart des gens pensent que c'est pas possible, mais en fait si, c'est possible. Il y a eu un rapport de la BRI, donc la BRI c'est la Banque centrale des banques centrales, qui a dit qu'il n'y a aucun obstacle comptable à ce qu'on annule
ce qu'on annule, hein, ça va quand même très loin, ce qu'on annule la dette publique européenne, ce qui permettrait de dégager 2 000 milliards d'euros, dont 400 pour la France. Donc vous imaginez ce qu'on fait avec 400 milliards d'euros demain pour la France, quoi. Donc, si on avait les bonnes personnes au pouvoir, à la fois au gouvernement, mais aussi en Europe, demain, on a 400 milliards. Alors là, on fait la transition écologique, enfin là, c'est Byzance, quoi, c'est Las Vegas. Et c'est possible, mais par contre, il faut avoir les bonnes personnes au pouvoir. C'est ça le problème. L'hélicoptère monnaie aussi, c'est une solution. Donc, plutôt que de faire de la dette publique, c'est une technique qui consiste à ce que la BCE délivre de l'argent, crée de la monnaie, mais qu'elle la donne directement, en fait, aux PME et aux populations. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Voilà. Et ça, si on veut, on le fait demain. Mais il y a des obstacles politiques, idéologiques, etc. Donc, en fait, de l'argent, on en crée tant qu'on en veut, quoi. On en crée tant qu'on en veut. Ce n'est absolument pas un obstacle. Et en même temps, c'est un obstacle parce que c'est justement parce qu'on n'a pas d'argent que le nouveau monde tarde, en fait, à se mettre en place, parce que les gens ont plein de super idées, mais ça reste à des petites échelles, ça reste au niveau local. Parce que pour grandir, on a besoin d'argent, en fait. Je fais rapidement un détour parce que je suis scénariste et c'est quelque chose qui me fascine complètement. Le mythe de l'Atlantide, je ne sais pas si vous connaissez. Le mythe de l'Atlantide. Je dis mythe entre guillemets, parce que certaines personnes pensent que l'Atlantide a vraiment existé. Hein, donc c'était ce qu'on appelle une civilisation. Non, ça vous dit rien? Oui. Ah, c'est fou comme c'est pas connu. Le choix Atlante, Exactement. Les Atlantes ont été, il y a de cela 12 000, un peu plus de 12 000 ans, et ce qui est troublant, c'est que ça correspond à la précession des équinoxes, ça correspond à ce changement de cycle. Les Atlantes auraient été, enfin des légendes racontent que les Atlantes auraient été confrontés au choix devant lequel nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc pour être très caricatural, il y avait ce qu'on appelle les fils de l'Ain, qui étaient une caste de sages, qui disaient, voilà, l'Atlantide est en train parce qu'à l'époque, ils avaient, donc on dit que c'est une fiction, ils utilisaient justement des hautes technologies qui étaient liées au cristal, qui étaient liées aussi à l'énergie nucléaire et tout ça. Sauf qu'il y a eu justement des excès. Et il y a eu un affrontement entre les fils de l'Ain et les fils de Bélial. Et les fils de l'Ain disaient, si on continue d'utiliser... Alors, les fils de l'Ain parlaient de magie noire et tout ça. Ils disaient, si on continue comme ça à jouer avec la magie, avec les énergies, avec notre planète, l'Atlantide va sombrer. Et ils ont essayé de prévenir la population et tout ça. Beaucoup d'Atlantes savaient ce qui allait se passer, enfin les Atlantes, les fils de l'Ain savaient ce qui allait se passer, donc ils ont quitté l'Atlantide et ils se seraient installés en Égypte, notamment, etc. Enfin, c'était juste un petit clin d'œil culturel, on va dire, parce que quand on lit ce qui s'est passé, c'est extrêmement troublant de voir les parallèles. Et Guillaume Delage, effectivement, l'a super bien démontré dans son livre, dont je vous recommande la lecture pour ceux qui sont intéressés par cette thématique. C'est un excellent ouvrage, et le titre, c'est Le choix atlantin. Ça serait tellement énorme si on admettait l'existence de l'Atlantide, enfin, ça remettrait en question toute l'histoire de notre humanité. C'est-à-dire qu'il faudrait réécrire toute l'histoire de notre humanité. C'est comme la question extraterrestre. Pareil, le jour où on admettra l'existence des extraterrestres et leurs éventuelles interventions passées, présentes et futures sur nos populations, il faudrait réécrire toute l'histoire de l'humanité. Alors ça, c'est des grands chantiers qui auront lieu dans quelques dizaines d'années, je pense, mais c'est tout à fait... Il y aurait des conférences passionnantes à faire là-dessus. Mais bon, alors... Au niveau des biens communs, il y en a d'autres. Il y a le patrimoine, il y a l'éducation, il y a la santé. Et la santé, on a vraiment découvert avec le Covid-19 que c'est vraiment un bien commun. C'est-à-dire que si une famille chinoise mange du pangolin, avant je m'en foutais, maintenant j'ai compris que ça pouvait venir provoquer des maladies qui viennent jusque chez nous. Donc la santé, c'est quelque chose dont il faut absolument s'occuper de façon internationale. Un autre très grand bien commun, c'est la res publica, c'est la chose publique, et on s'en occupe pas beaucoup.
La Res Publica et tout ce qui va avec, notamment la Constitution qu'il faut réécrire, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et aussi les valeurs liberté, égalité, fraternité qu'on pense acquises et qu'on est en train de perdre là. Hein, égalité, liberté, tout ça, c'est en train de partir en France et dans d'autres pays. On est en train de les perdre, donc il va falloir se battre pour les garder. C'est vraiment un bien commun de première importance. Autre bien commun, c'est évidemment le travail. Et ça, le Nouveau Monde, il va remettre en question vraiment la valeur travail de façon extrêmement profonde, enfin tout du moins je l'espère. Et on a des chercheurs qui bossent là-dessus de façon très intelligente, donc Bernard Stiegler, alors je vous donne ces références vraiment, pour ceux qui ne les connaissent pas, elles sont à découvrir, Bernard Stiegler et aussi Bernard Friot. Et vraiment cette idée de... parce qu'on part du principe que le travail, c'est quand on est sous contrat et qu'on gagne des sous. Et on dit, voilà, quand on produit de la richesse, on est payé. Mais le problème, c'est quoi une richesse, quoi ? C'est là où le Nouveau Monde doit apporter un nouveau regard. Parce qu'un prof qui dispense un cours devant 30 personnes, il est payé pour ça, c'est une richesse, on est tous d'accord. Mais une maman, ou même une femme active qui revient du boulot et qui fait cours à ses enfants pendant 3 heures, en plus en leur cuisinant, en leur faisant le goûter, en lui transmettant de l'amour, en leur apprenant, je sais pas moi, la corde à sauter entre 2 cours de maths, enfin je vous dis n'importe quoi, mais ce sont aussi des richesses. L'amour, le temps passé, l'énergie, les compétences les choses qu'elle va leur apprendre, ce sont aussi des richesses. Et pourtant, elle n'est pas payée, la maman, elle n'est pas payée. Les artistes, quand ils ne sont pas forcément sous contrat, mais qui se documentent, qui font du réseau, qui réfléchissent, ce sont aussi des richesses. Et ils ne sont pas payés. Hein, donc là, je parle notamment des écrivains, des scénaristes. Nous, on n'est pas intermittent du spectacle. Quand on n'est pas sous contrat, on n'est pas payé. On considère que ce sont des temps morts. Alors que non. Et créer et réfléchir, ce sont des richesses. Et quand on veut créer et réfléchir en dehors du système, en dehors des contrats classiques, on n'est pas payé. Et ça, c'est un très gros problème parce que, en fait, le système, il faut le changer. Donc, quand on veut changer le système, on est souvent amené à créer et à réfléchir en dehors du système, mais comme on n'est pas payé, du coup, on met beaucoup plus de temps à changer le système. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux et on ne s'en sort pas. Les temps aussi de burn-out, les temps de dépression dans une vie, ou de façon plus spirituelle, on peut dire aussi la nuit noire de l'âme, ce sont des temps qui peuvent être difficiles à traverser, mais qui sont parfois suivis de très grandes idées, de grands écrits, de grands... je sais pas, on pourrait citer même les gens qui ont écrit des choses incroyables en prison. Je pense à Gramsci, je pense à Stiegler aussi. Tout ça, on considère que ce sont des temps morts, parce qu'on n'est pas productif quand on est en dépression, quand on est en burn-out. Et pourtant, ça fait partie de la vie d'un homme. Et là où on est dans une société violente, c'est que du coup, comme il faut être toujours productif, on ne peut pas faire ce genre de temps. Quelqu'un qui est indépendant et qui fait un burn-out, il ne mange pas, quoi. Il ne peut pas se mettre en congé maladie, il peut pas... Donc il y a un très gros problème là-dessus. Mais on a des solutions. Alors, Bernard Friot, par exemple, Bernard Stiegler, pardon, mais Friot aussi, il a plein de choses là-dessus. Bernard Stiegler, c'est quelqu'un qui travaille sur plein de choses très différentes, qui est très transdisciplinaire, et il a mis au point ce qu'on appelle une clinique contributive, parce qu'il y a des enfants qui sont surexposés au portable et qui développent des troubles très proches des troubles autistiques. Donc, il a mis en relation dans un hôpital, Pierre Sémard, je crois que c'est dans le 93, mais j'ai plus la référence en tête, où il fait travailler en fait une équipe médicale en relation avec les parents dont les enfants sont touchés par cette maladie, donc les parents et aussi des chercheurs universitaires. Et il fait travailler tous ces gens-là ensemble pour mettre au point en fait des nouvelles thérapies. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc, il a décidé de payer ces gens-là. Il a décidé, notamment même les parents, en fait, de les payer. Et il appelle ça le revenu contributif. Parce que quand on cherche, quand on expérimente, on a besoin d'être payé, en fait. Et c'est des choses qui sont
qui ne sont pas encore rentrés dans... Voilà, la recherche scientifique, les chercheurs pourraient beaucoup en parler, hein. Ils passent plus de temps à faire des dossiers de demande de subvention qu'à faire de la recherche. Et en plus, s'ils se consacrent à des recherches qui ne plaisent pas à ceux qui donnent de l'argent, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est très compliqué. Alors, donc les communs, il y a un boulot énorme là-dessus, et il y a un cadre qui est assez privilégié pour... des laboratoires qui sont assez privilégiés pour s'exercer, pour mettre au point tout ça et pour s'exercer à prendre soin des communs, c'est effectivement le concept de communauté. Un concept de communauté qui a vraiment un grand avenir. On est vraiment nombreux à penser que le nouveau monde qu'on va mettre en place, il va y avoir beaucoup de communautés, parce qu'on risque d'être obligé de s'extraire à un moment donné de ce qui se passe. Donc ça va peut-être être des communautés en campagne, mais les communautés urbaines aussi ont, à mon avis, un grand avenir. Et pour ceux qui adorent Paris, et de toute façon, il va falloir qu'on se démerde pour faire des communautés urbaines. Un petit clin d'œil à Charles Fourier et son modèle du phalanstère. Voilà, je l'ai mis pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Charles Fourier, on dirait château de Versailles. Donc lui, il voulait faire des palais, en fait, des palais sociaux, avec des cours d'honneur, pour loger des familles, voilà, de toute origine. Avec cette idée évidemment qu'il y ait des hectares de forêt, la place de la nature, etc. etc. Donc là, on lui doit beaucoup à Charles Fourier, enfin les utopies de communauté se nourrissent beaucoup de la pensée de Charles Fourier. Le phalanstère, c'est une utopie, mais qui a quand même été de temps en temps concrétisée, et notamment en France. Donc, est-ce que vous connaissez le familistère de Guise ? Familistère de Guise. C'est un truc incroyable, c'est marrant, tout le monde... Enfin moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est Jean-Baptiste Gaudin, milieu du 19e siècle, qui était un homme d'affaires... C'était un homme d'affaires, mais c'était quelqu'un qui était très sensible à la condition ouvrière. Et il a fait fortune avec des poêles à bois, je crois. Attends, je ne vous dis pas de bêtises, je vous dirai après. Mais je crois que c'était ça, des poêles à bois. Et lui, il voulait concrétiser l'utopie de Charles Fourier. Donc, il a installé son usine près de Guise, donc c'est à côté de Saint-Quentin, en Picardie. Et il a construit ce truc incroyable, des habitats en fait communautaires. Donc les ouvriers vivaient tous ensemble donc on est dans la deuxième partie du 19e siècle, donc la condition ouvrière était très compliquée à l'époque. Et alors je vais vous montrer dans quoi ils vivaient. Ils vivaient dans des 100 mètres carrés. Ils vivaient dans des 100 mètres carrés. Je crois que j'ai des photos. C'est pour ça que je voulais vraiment le vidéoprojecteur, parce qu'il y avait des photos. Voilà le type de salon. Est-ce que j'ai mis d'autres photos ? La pouponnerie. Donc les enfants allaient à l'école. La première piscine municipale, c'est lui qui l'a mise en place avec eau chaude et fond amovible pour que les enfants apprennent à nager. Incroyable. Donc il y avait une prise en charge des enfants qui était... Enfin, on n'a jamais vu. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y avait l'eau chaude, il y avait les premiers systèmes de vide ordures pour qu'on n'ait pas besoin de descendre aux poubelles. Il y avait des machines à laver. Il y avait de quoi laver les vêtements. Donc en termes d'hygiène et tout ça, c'était incroyable. Et les ouvriers étaient payés 30% de plus. Tous les bénéfices en fait étaient redistribués aux ouvriers. Et l'idée finale, c'était que l'usine leur appartienne en fait. Donc on était dans le précurseur vraiment de l'autogestion. C'est absolument incroyable. Donc là, c'est aujourd'hui, en fait, c'est le familistère aujourd'hui. Je vais regarder, parce que je crois que j'avais une référence importante là-dessus. Attendez. Familistère.
l'association coopérative du capital et du travail. Voilà, donc avec transférer la propriété de l'usine au collectif. Donc on a rarement été aussi loin dans l'utopie. Et comme quoi c'est possible. Mais ça n'a pas été décliné. Il en a fait une autre en Belgique, je crois, mais c'est un modèle qui n'a pas... Et pourtant, les gens étaient bien là-dedans. Mais ce que racontent les fils et les filles, ou les petits-fils plutôt et les petites-filles de ce qu'on appelle les familistériens, c'est que paradoxalement, en fait, les ouvriers s'embourgeoisaient. Et qu'ils n'avaient pas forcément envie de s'investir dans des luttes sociales, en tout cas pas tous. Donc voilà, le confort a aussi ses limites. Au niveau des communautés, parce que l'idée c'est, voilà, quelle communauté on pourrait mettre en place pour aller vers un nouveau monde. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas des choses si enthousiasmantes que ça. En France, il y a quelques habitats participatifs, mais bon, c'est très compliqué. C'est un processus très long. Souvent, il faut quand même investir de l'argent, voire pas mal d'argent. C'est pas... Voilà. Par contre, en Suisse, ils ont un modèle, c'est probablement ce qu'il y a de plus abouti, et ça s'appelle Kraftwerk. Je crois que j'ai mis une photo. Ouais, là on voit. Kraftwerk, c'est un modèle parce que déjà, il y a une mixité sociale qui est quand même assez importante. Il y a 25% de familles, 15% de célibataires, 20% de colocation. Il y a des handicapés. Il y a vraiment plein de catégories différentes qui vivent ensemble et qui vivent bien ensemble. C'est-à-dire, j'ai lu pas mal de témoignages, les gens sont très heureux là-bas. Il y a une centaine de personnes qu'on appelle les coopérants qui s'occupent de la boutique, qui s'occupent du restaurant, etc., et qui sont payés pour s'occuper de ça. Et c'est hyper convivial, il se passe plein de trucs, les appartements sont très beaux, il y a des terrasses communes, enfin c'est vraiment, c'est paradis, hein. C'est le paradis, et ça s'appelle Kraftwerk, je crois qu'ils sont à Zurich. Et ça, c'est vraiment un modèle dont il faudrait s'inspirer, ça n'est pas encore le cas en France, mais voilà, là il y a des choses à inventer, il y a des choses à... Et ça c'est une communauté urbaine, hein. C'est dans Zurich, voilà, et ça se passe vraiment très très bien. Donc je crois que c'est quelque chose à décliner. Je pense qu'en France, c'est trop compliqué en fait en France, les habitats participatifs. Donc il y a quelque chose à inventer parce que finalement, faire une communauté, c'est pas forcément si compliqué que ça d'un point de vue matériel. Je veux dire, on a déjà les immeubles. Il faudrait mettre en place, je sais pas, peut-être qu'une start-up pourrait s'occuper de ça, ou il faudrait que la mairie s'en occupe, mais on pourrait facilement imaginer un immeuble, par exemple, dont l'appartement du rez-de-chaussée devient tout simplement communautaire, avec des jardins qui soient accessibles à tous. Moi, pendant le confinement, j'étais dans l'immeuble où j'étais, c'était terrible parce qu'il y a un jardin, mais personne n'y allait. Déjà, c'était compliqué d'y aller parce qu'il fallait une clé et tout ça. Donc, un très grand jardin, il n'y avait personne. Alors qu'il faisait très chaud, qu'on aurait pu discuter. Voilà. Et c'est quelque chose que j'observe dans beaucoup d'immeubles parisiens. Les cours, les jardins, il n'y a personne. Donc, c'est quand même vraiment dommage. Les toits aussi, il y a vraiment une potentialité d'aménagement. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il faut juste s'en occuper et il faut juste que la mairie soit avec nous et le gouvernement aussi. Donc, en fait, le problème, il est là. Très important dans les communautés à construire, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Parce que ça, c'est souvent ce qui fait peur dans la vie en communauté, c'est cette idée qu'on va être entre soi, c'est cette idée qu'on va... Et alors notamment, justement les kibbutz, et je pensais au kibbutz de Côte-Lava. Donc le kibbutz de Côte-Lava, si vous voulez y entrer, il faut faire des tests graphologiques, on vérifie que vous n'avez pas de dettes, on vérifie votre casier judiciaire. Bon, ça je peux comprendre, le casier judiciaire, mais bon, les dettes, ça peut arriver dans une vie. On vous fait des tests médicaux, etc., etc. Donc c'est quand même un peu... le journaliste qui parlait de ça évoquait l'idée de compatibilité idéologique. Donc, si c'est pour être dans une communauté où tout le monde pense exactement comme moi, et est exactement comme moi, ça ne m'intéresse pas. Une communauté où il n'y a que des Audrey Canceau, franchement, je pense que je m'emmerderais, quoi. Voilà. S'il y en a 2 ou 3, c'est bien, ce sera mes copines, mais j'ai envie d'être dans une communauté où il y a des anciens, où il y a des enfants, effectivement des invalides, parce que c'est comme les autistes, d'enfermer tous les autistes dans des centres et d'enfermer tous les handicapés dans d'autres centres.
enfin voilà, d'enfermer les gens. On sait très bien que c'est pas ça ce qui marche. Ce qui marche, enfin pour moi, le nouveau monde, c'est le mélange. C'est développer la pleine potentialité de son humanité à travers la différence. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on va imaginer une petite vieille dans un immeuble communautaire, ben, ça n'a rien à voir. Je veux dire, il y a des enfants qui viennent la voir, elle est en contact avec vachement plus de gens, elle aura Alzheimer beaucoup moins facilement. Hein. Donc ça, il y a vraiment quelque chose à inventer là-dessus. Alors oui, ça peut être exigeant, mais je crois qu'il y a beaucoup de bonheur vraiment qui peut être au final retiré de ça. J'y crois vraiment énormément. Oui. Donc sur l'idée d'ouverture, donc voilà, il faudrait faire des communautés ouvertes, vraiment très mixtes socialement. Et il y a ce truc génial, c'est la tiny house. En fait, c'est des maisons roulottes, ça coûte entre 20 000 et 80 000 euros. Il y a des vrais petits chefs-d'œuvre. Hein, vous voyez, je fais un peu... Ah non, c'est pas ça. Ben, si j'ai une tiny house, par exemple, et ben, pendant 3 semaines, je vais aller dans une communauté, je sais pas, dans le Larzac, et puis après, je vais peut-être entendre parler d'une communauté en Andalousie, je vais y aller, etc., etc. Et ça permettrait justement de sortir du ghetto, de cette idée de ghetto, et je pense que les communautés de demain doivent avoir peut-être, c'est un chiffre un peu, voilà, au moins 1/3 des habitations qui soient pour les gens de passage. Hein, donc on peut être de passage 1 semaine, on peut être de passage 6 mois, mais c'est très important que les communautés gardent un flux de personnes nouvelles pour pas qu'on se dépérisse et pour toujours être dans le nouveau, toujours être dans le mouvement. Je pense que c'est très très important. Alors, à l'échelle du dessus, il y a les biorégions de l'Institut Momentum. Alors, je vous conseille vraiment, si vous avez un peu de temps, moi je l'ai lu pour vous, 250 pages du rapport de l'Institut Momentum, vous le trouvez sur Internet. C'est absolument génial, c'est très très bien documenté et donc eux partent du principe qu'il va y avoir un effondrement et qu'en 2050, on pourrait faire ça. Ça c'est l'Île-de-France qui a été complètement redécoupée en plein de pays différents. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut qu'on arrête de découper les territoires en fonction des limites politiques, départementales et tout ça. Il faut repenser les territoires en fonction des ressources naturelles. Et ce qu'ils veulent, c'est créer des communautés, alors ils appellent ça des éco-hameaux, près justement des biens communs, c'est là où on pourrait travailler la notion de bien commun, près des ressources naturelles, afin d'avoir une autarcie alimentaire, énergétique, etc. Donc voilà le prototype de l'éco-hameau. Il y a vraiment tout, c'est un peu marqué en petit, mais il y a un espace, par exemple, boutique, café associatif, coworking, il y a un espace pour la permaculture, il y a le verger, il y a l'école, il y a la station d'auto-partage électrique. Ils ont vraiment pensé à tout, c'est très très bien conçu. Et là où ils ont fait un travail remarquable, je vous invite à aller voir en détail, parce que sinon on va en parler 3 heures, mais il faut vraiment aller voir, c'est au niveau des transports. En fait, l'idée, alors c'est ça qui est dingue, parce qu'on parle du futur, mais le futur nous emmène 2 siècles en arrière. L'idée, c'est pour justement consommer donc 2 fois moins d'énergie. Alors après, ils partent du principe qu'il y aura 60%, je crois, de la population parisienne qui sera partie, hein, après l'effondrement. Donc l'idée, c'est pour que ça soit possible d'un point de vue énergétique, avec ce qu'il restera, entre guillemets, en 2050, sachant que ça reste une hypothèse, c'est de réhabiliter complètement toutes les lignes ferroviaires d'avant 1945, en fait. Toutes les gares, tout ça. D'ouvrir les champs aussi, qu'on puisse traverser les champs, de faire des pistes cyclables, de faire des pistes piétonnières, sachant que le truc de base, c'est qu'on ne doit pas travailler à moins de 8 km de son lieu d'habitation aussi. Hein. Donc il y a quand même des contraintes, hein, attention. Mais ils sont partis de la société d'après 2050. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais ils se basent quand même sur beaucoup de recherches, donc c'est vraiment à prendre... c'est très très intéressant. L'idée, évidemment, c'est de réutiliser aussi les canaux, les fleuves pour faire circuler la marchandise et tout ça.
Il y aurait quand même un parc de voitures électriques pour les trajets au-delà de 10 km, mais bon, hein, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de voitures. C'est très, très convaincant, leur démonstration, et c'est très inspirant. Vraiment. Alors, ils préconisent, alors c'est là où on voit qu'on va vraiment retourner quelque part en arrière, hein. Alors il y aura sûrement aussi des iPhones, des applications et tout ça, mais il y aura aussi ça, la charrette chinoise, puisqu'apparemment c'est la charrette la plus optimale pour transporter les marchandises en fait. Donc ils préconisent un retour dans, enfin même la traction animale, hein, et tout ça. Hein. Tout ça pour économiser de l'énergie. Donc ça, bon, pourquoi pas? Je veux dire, ça peut être rigolo aussi tout ça. Évidemment, si on montre ça à des jeunes, ils vont rigoler, mais c'est plein de bon sens. Pardon? Comment il peut trouver l'énergie avec une roue comme ça? Alors, je vous avoue, hein, j'ai jamais testé la charrette chinoise, mais apparemment c'est optimal. Donc voilà, peut-être que dans 30 ans, on sera dans des éco-hameaux en train de tirer une charrette chinoise, et peut-être qu'on sera très content parce qu'il y aura le coucher de soleil et qu'après on se retrouvera tous autour d'une table et qu'on mangera tous ensemble et ça sera génial. Et qu'on dira, vous vous souvenez, il y a 20 ans, on était au Forum 104 et on regardait des PowerPoint, quoi. Je trouve ça, moi ça me fait presque rêver.